pourquoi 70% des marques e-commerce meurent dans les 3 premières années après leur création. Je suis Benjamin, cofondateur de l'agence Ben Vic. J'ai eu l'occasion de voir des centaines de marques e-commerce et j'ai remarqué certains patterns sur ces marques qui meurent dans les 3 ans après leur création. Ça représente beaucoup de marques et il y a plein de facteurs, mais aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à différents patterns qu'on va reconnaître, quelles sont les erreurs qu'ils ont réalisées pour vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs. Donc on est parti, je vais vous partager mon écran directement et hop, on est bon. Alors, dans un premier temps, nous allons regarder les différents patterns d'échecs qu'on a sur ces marques, qu'est-ce qu'elles ont en commun. Ensuite, on va regarder un point qui est assez important, qui est le CAC sur LTV et l'effet de ciseaux. Et enfin, j'en ai mis partout, les KPI à ne pas suivre pour éviter de vous planter. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. On entend pas mal de choses sur les différents KPI qu'il faut suivre. C'est assez dépendant de plein de choses et du contexte dans lequel est la marque. Donc, il faut faire très attention à ça. Et enfin, le concept de momentum et comment vous devez l'utiliser. Alors, on est parti sans plus tarder sur la première partie qui est les patterns d'échecs. Donc, je vais donner des noms un peu différents à chacun de ces patterns-là. On va les regarder un par un. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais je vais vous donner un peu le pattern un peu récurrent, les patterns récurrents que j'ai vus et d'ailleurs, qui ressortent assez souvent. Je vais mettre du rouge, comme ça on est bon. Il y a le premier pattern, celui que j'appelle le I was cool. Ce pattern, c'est, donc là, je vais mis la croissance de la marque par rapport au temps. C'est une marque qui se lance, donc là, c'est le lancement de la marque. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et en fait, elle est sur un marché qui est en pleine croissance en fait. C'est comme si vous lanciez en fait des chaussures de running alors que le running est en train d'exploser. Ou en tout cas, le marché est en train d'exploser. Et vous lancez une marque sur ce marché-là. Vous lancez une marque, donc ça fonctionne. On voit là, il y a de la croissance, ça fonctionne bien. Et puis, pour n'importe quelle raison, vous arrivez à vous faire une place sur le marché et donc vous avez ce pic de croissance et vous explosez. Et là, vous vous dites, OK, bon, ça y est, on y est, on a réussi. En parallèle de ça, donc là, ça peut durer 1 an et demi, cette phase. Vous allez souvent vous staffer sur cette partie-là. Donc, vous allez mettre des mecs qui servent à rien pour gérer des trucs qui n'ont pas besoin d'être gérés. Et ça va vous faire de la masse salariale. Donc là, en rouge, c'est vos charges. Donc vos charges elles vont suivre, pas proportionnellement, mais pas loin, en fait, votre évolution de croissance de chiffre d'affaires. Donc là, je parle de top line. Donc c'est très bien hein, de déléguer des choses, on entend beaucoup qu'il faut déléguer des choses, mais en fait vous allez vite vous retrouver avec une équipe de 10 personnes qui vont être dans votre entreprise et qui vont gérer des trucs un peu variés. Donc vous allez vous dire ok, je vais internaliser le SAV, je vais internaliser ma logistique, je vais internaliser, je sais pas moi, du marketing, market je vais internaliser du marketing, etc., etc. En fait, tous ces gens-là, ils ont un coût. Et la problématique, c'est que si demain, en fait, votre marché, il n'est plus à la mode, il est plus cool, ben en fait, vous vous retrouvez dans cette situation-là. En fait, vous n'êtes pas réinventé. Vous avez surfé sur une vague ici, et le marché, pour n'importe quelle raison, bah, il est en baisse. Et du coup, vous vous retrouvez ici avec une dizaine d'employés en CDI, peut-être pas tous en CDI, mais en tout cas des employés qui sont là-dessus, qui vous coûtent cher. Comme vous aviez beaucoup de cash durant cette période-là, parce que c'était à la mode et que vous vendiez de manière assez simple, vous en avez profité et vous n'avez pas regardé trop les coûts. En fait, on regarde rarement les coûts quand tout fonctionne bien. On regarde plutôt les coûts quand on commence à avoir des soucis d'argent, quoi. Mais avant ça, on ne regarde pas trop les coûts, on se dit bon, ça passe. Donc ça, c'est un peu la problématique classique. Et on se retrouve dans cette situation où en fait, on va accuser une première année où en fait, on va être ISO. Puis après, on va faire -5, -10%, et en fait, on ne va pas comprendre. Donc, on va un peu remettre tout en question, sans jamais se dire, bah, en fait, la problématique vient du fait que pendant toute cette période-là, je ne me suis pas réinventé. Alors, je vais effacer un petit peu tous mes trucs. Toute cette période, la première période, je ne me suis pas réinventé, ce qui fait que vous êtes retrouvé en fait avec une boîte effectivement qui a marché, qui a craché de l'EBITDA
pendant 1 an, 2 ans. Et là, vous êtes en train d'être en décroissance et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. La réalité, c'est que vous étiez juste au bon endroit au bon moment et que bah, là, c'est plus le bon endroit et c'est plus forcément le bon moment. Sauf que vous n'êtes pas réinventé, donc en fait, ce qui fonctionnait à cette période-là fonctionne plus aujourd'hui et vous vous posez la question de pourquoi. Là, vous allez dire oui, c'est les CPM qui ont augmenté. Alors, ouais, vos CPM ont peut-être augmenté, mais c'est peut-être juste que vos CPM, ils étaient bas parce que vous faisiez un truc à la mode et que les gens cliquaient beaucoup sur vos publicités. Vous allez dire oui, mais on fait plus tel truc qu'on faisait avant, machin, machin. Dans tous les cas, en fait, dans ce cas-là, la problématique, c'est qu'il faut vous réinventer. Là, on le verra après, mais cette tendance qui est couplée à un pilotage avec les mauvais KPI, les KPI qu'on va voir tout à l'heure, donc restez jusqu'à la fin, on va voir en détail quel KPI il faut suivre pour éviter cette situation-là. Et ben en fait, si vous suivez les mauvais KPI, bah, vous allez vous retrouver à aller dans le mur. Ça va être plus long d'ailleurs. Vous allez perdre 2 ans avec une boîte qui est en train de couler. Donc vous aurez juste perdu 2 ans de votre vie et vous n'aurez pas sauvé votre boîte. Donc ça, c'est quelque chose d'assez courant. Pendant cette période-là, c'est assez euphorique. On se dit waouh, on explose, c'est génial, c'est génial, c'est génial. On ne se rappelle même pas pourquoi en fait on a explosé et on se dit, on se donne des idées qui sont parfois un peu plus des idées de ce qu'on appelle des vanity metrics, des choses comme ça. Ah tiens, je vais sponsoriser tel event, aucune pertinence de sponsoriser cet event. Souvent, on va croire qu'on a une cible, mais en fait, c'est pas du tout celle-là qu'on adresse et on se ment un peu. Ça, c'est le classique, ce que j'entends tout le temps. C'est ma cible, c'est CSP+, 25-35. Alors ça, si c'est votre cible, vous pouvez vous dire que vous êtes dans le faux déjà probablement. C'est très rarement votre cible. C'est très très rarement votre cible. Mais bon, si on écoute les e-commerçants, c'est tout le temps leur cible, c'est CSP plus 25-35. Mais peu importe. L'idée ici, c'est juste de dire, ça c'est le pattern le plus classique. Vous êtes sur un marché qui est en croissance, vous arrivez, vous prenez de la croissance qui est celle du marché finalement, il y a de la demande. Derrière la demande elle s'éteint, vous n'êtes pas réinventé, vous finissez dans le mur. Donc la clé en fait ici, c'est juste de ne pas en fait, se bloquer sur le marché qui vous a fait démarrer. En fait, une fois que vous avez acquis cette base de clients et cette notoriété, parce que vous allez avoir de la notoriété avec, il faut vous réinventer pour ne pas finir dans cette situation. Alors là, en l'occurrence, il faut tout faire pour surfer au maximum sur cette vague et prendre la plus grosse part du gâteau. Mais il ne faut pas oublier que potentiellement, ce gâteau, à un moment, il ne va plus être à la mode. Donc faites attention à ça. Deuxième, c'est le Organic Boost. C'est la petite marque, elle se lance, ça fait 1 an qu'elle est sur un marché, etc. Ça se passe bien, petite croissance classique. Elle va faire 500 000 la première année, elle va aller chercher 1 ou 2 millions la deuxième année. Ça se passe bien, rien de spécial, elle fait du cash, elle n'a pas recruté dans tous les sens, elle se pose quelques questions, elle fait un peu d'ads, voilà, tout se passe bien. Derrière, il y a ce qu'on appelle l'Organic Boost. Donc là, c'est un moment où une marque va avoir l'opportunité en fait, il va devenir un peu viral. En France, ça arrive souvent avec qui va être mon associé, donc qui veut être mon associé, tac. Ça, c'est le truc classique. Vous regardez toutes les marques qui ont fait que être mon associé, elles ont toutes fait tout, c'était personne, boum, explosion, ok, ça marche bien, et c'est le classique, c'est exactement le pattern dont on parle. Donc ça peut être ça peut être influenceur, un gros influenceur qui se met à parler de vous et pas quelque chose que vous payez. Hein. Ça peut être quelque chose qui devient viral. Ça devient une trend ou je sais pas, votre produit il est au cœur d'une trend et donc tout le monde en profite. Bref, vous avez un boost organique, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de ventes d'un coup, mais qui ne vous ont rien coûté, quoi, grossièrement. Donc encore une fois, le cas classique qui va être mon associé. Donc les gens passent à la télé, ils passent à qui va être mon associé, leurs ventes elles explosent et en fait ils vont pas garder le momentum qui est ici. En fait donc au début c'est normal, ça explose et ça fonctionne bien, puis en fait ça c'est court terme. Passer à la télé c'est court terme, ça vous fait exploser une fois, vous n'allez pas passer à la télé tous les mois. Donc vous allez acquérir quand même une base de votre moyenne de chiffre d'affaires qui est ici, elle va quand même être plus haute que cette moyenne que vous aviez là avant. Mais en fait ça, vous risquez pareil de faire l'erreur, soit de staffer, soit de machin, etc. Mais si ça, en fait, vous faites rien pour le maintenir,
il n'y a aucune raison pour que ça continue d'arriver. Et donc vous allez vous retrouver dans cette situation, vous allez repasser sur ce que vous faisiez avant. Et vous allez dire, ok, putain, je suis en décroissance par rapport à l'an dernier. L'an dernier, vous étiez passé à la télé. Et vous aviez eu des millions de téléspectateurs qui vous avaient vu. Cette année, vous avez qui vous avez vu? Vous avez personne. Vous avez dépensé quelques dizaines de milliers d'euros en publicité. Ça ne compense pas en fait des millions de personnes qui vous voient à la télé. Donc, et surtout faire un pitch, c'est émotionnel le pitch, vous racontez plein de choses, vos publicités elles s'arrêtent à votre produit avec, je sais pas quoi, une photo un peu moyenne. Et vous pensez que ça va compenser 1 minute 30, 2 minutes, 5 minutes de pitch que vous avez fait à la télé, où on vous a posé des questions, vous avez le temps de présenter votre produit, raconter votre histoire. C'est pas du tout le cas. Ce qui s'en rapproche le plus d'ailleurs, je trouve, de ce passage télé un peu là qui va être mon associé, c'est souvent c'est les campagnes de crowdfunding. Parce qu'en fait, on raconte une histoire, on vend une histoire, et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est le cas classique aussi de l'organic boost. En fait, non, j'ai pas besoin de publicité, ça fonctionne bien, nanani nanana. J'ai rien mis en place pour maintenir en fait ce momentum-là. Et du coup, je me retrouve à être en décroissance. Là, en fait, quand vous avez un boost organique comme ça, il faut tout faire pour le maintenir. En fait, il faut créer ce qu'on verra après, le momentum, et garder cette croissance. Et c'est ça qui est hyper important. Souvent, ici, on ne va pas surinvestir par rapport en fait, au chiffre d'affaires qu'on fait. Et du coup, en fait, typiquement, bah, vos publicités elles vont faire comme ça, vous allez investir un peu plus. Et là, vous allez dire, merde, il faut que je baisse mon budget. Alors qu'en fait, il faut essayer de garder ce momentum, continuer à investir pour que la marque elle continue de croître. C'est un peu une erreur qu'on a vue sur pas mal de marques de qui va être mon associé. Je ne vais pas les citer, mais si vous prenez la liste des gens qui sont passés sur qui va être mon associé, il y a genre 2-3 ans et que vous les regardez aujourd'hui, ces marques-là, et qu'il y a certains fondateurs qui partagent des chiffres, vous verrez que la plupart ont fait exactement ce pattern-là. D'autant plus qu'il y a un truc d'ego qui joue ici, où en fait le fondateur, il y en a qui n'arrivent pas à gérer ça, et en fait ils deviennent complètement décorrélés de la réalité, et en fait ils explosent, et après derrière ça fonctionne pas quoi. Ça fonctionne plus. Il y en a une là qui est une marque qui est très stylée, que j'aime beaucoup leur DA, qui est The Smileyst. DA très stylé. On bosse pas avec eux, malheureusement, mais très stylé. Une DA très stylée que j'avais vue depuis longtemps, cette marque, qui est passée. Ben, par exemple, on n'entend plus du tout parler d'eux. Alors, peut-être qu'ils préparent quelque chose, etc. Mais eux, je pense ils sont exactement un peu dans ce cas-là, où ils ont explosé, tatati tatata. Alors, je les connais pas du tout, hein, et j'ai pas du tout de chiffres, mais je sais qu'ils ont super bien fonctionné à ce moment-là. En gros, c'est de l'hygiène orale, et en fait, là, on n'entend plus parler d'eux. Donc, est-ce que ils ont des sujets de stock, etc. Ça aussi, c'est un truc qui arrive. Malheureusement, les gens ils se sont dépouillés à qui va être mon associé, ils vendent tout, et après, en fait, ils n'ont plus de stock. Donc, en fait, pendant 6 mois ou 3 mois, en fonction des lead time de commandes, bah, ils peuvent plus vendre en fait. Donc c'est chiant de dépenser de l'argent pour faire parler de toi quand tu peux rien vendre derrière. Donc il faut évidemment faire attention à ça. Mais là typiquement cette marque on n'en entend plus parler là. Alors j'espère qu'on va en entendre parler parce qu'en vrai la marque est sympa, la DA est cool et je pense que le produit a sa place. Mais on n'en entend plus parler, on pourrait risquer d'être dans cette situation là. Donc il faut faire très attention. Et enfin, on a les LTV killers. Alors ça, c'est assez intéressant. En fait, donc vous avez des produits qui vont bien marcher. Vous allez faire de la croissance, tatati tatata. On fait de la croissance tous les mois, on investit plus, etc. Sauf qu'en fait, votre LTV d'avant n'est plus votre LTV d'aujourd'hui. Vous allez avoir le cas classique que je vois bien trop souvent. Ok, on investit. Nos CAC, donc nos coûts d'acquisition, ils augmentent. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ah ben tiens, on va sortir un super produit qui va nous permettre de baisser nos CAC. Donc on va vouloir baisser nos CAC. Alors, on va dire, ok, on avait un panier moyen qui était à 50 euros. On va faire un nouveau produit qui coûte 30 euros. Merde, qui coûte 30 euros. Ah, j'ai fait de la merde. Est-ce que je peux revenir là-dessus? Ouais. On va faire un nouveau produit qui coûte 30 euros. Et on va pousser ça. Alors forcément, votre CAC, il va baisser. Donc le client, il va se dire, waouh, on a réussi à faire baisser le CAC, c'est génial. Sauf que vous n'allez pas avoir de recul sur la LTV puisque vous venez de le lancer, ce produit. Donc vous ne savez pas comment les gens ils vont réagir en fait sur ce produit. Est-ce qu'ils vont racheter comme vous aviez l'habitude que ce soit le cas?
Et donc, en fait, vous allez attendre 6 mois. Et au bout de 6 mois, vous allez vous rendre compte que votre LTV, la LTV du produit 1, donc celui avant, qui vous coûtait plus cher à vendre, elle était, disons, à 150 sur 12 mois. Et la LTV du produit 2, eh ben, elle est à 40 euros. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a personne qui a racheté. Et donc, en fait, vous allez vous retrouver dans cette situation où votre croissance va être financée par un produit qui ne drive pas de LTV, ce qui était en fait le réachat et la rétention, ce qui drivait en fait toute votre croissance. Et donc, on se retrouve dans cette situation où on a quand même de la croissance, mais en fait, la marge, elle a fait comme ça. Donc ça, c'est votre margin, c'est votre EBITDA. Et en fait, là, vous avez mis ce nouveau produit. Donc, comme on en vend plus au début, le chiffre d'affaires, il monte. Sauf qu'en fait, à terme, en gros, on a moins de LTV. Donc, on se retrouve dans cette situation. Et là, surtout, on a flingué la marge. Et quand on n'a plus de marge, on ne gagne plus d'argent, tout simplement. C'est bien beau de faire du chiffre d'affaires, mais en fait, si on n'a plus de marge, on est mort, tout simplement. Et donc, en fait, ça, c'est la grosse problématique. Alors, ça va mettre du temps à se voir parce qu'en fait, le produit, au début, on va le pousser un peu, le nouveau produit, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et en fait, les cohortes, elles mettent du temps ça met du temps à ce que les gens rachètent et à ce que les gens ne rachètent pas non plus. On se dit, OK, bon, on va voir, c'est le mois 2, c'est le mois 3, c'est le mois 4. C'est en fait 4 mois où vous avez investi dans un produit où la LTV n'est pas de bonne, et dans 12 mois, vous vous retrouvez avec 4 mois de trou. Et 4 mois de trou, ça peut vous envoyer au tapis quand vous êtes une marque, parce que votre argent, il est bloqué dans du stock, vous avez des commandes à faire en avance, vous avez du cash à investir en publicité, en communication, en organique, etc. Et ça, cet argent, vous ne l'avez plus. Et donc là, c'est très important, surtout quand en général on construit un BP à ce moment-là, quand on tape les 3-4 millions, on a un BP qui est solide, on a des objectifs, on se dit ok, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et derrière, en fait, euh, on a ce truc-là qui vient en fait tout foutre en l'air. Sauf que souvent, on a investi comme si on allait avoir notre LTV à 150 euros, sauf qu'en fait, cet argent-là, il n'y est plus. Et si cet argent-là, il n'est pas là, et ben derrière, vous ne pouvez plus l'investir tout simplement. Et donc vous avez un trou dans votre BP. Ce qui souvent d'ailleurs se passe après. Donc on baisse, on vire des gens de la boîte, on baisse les investissements. Donc le chiffre d'affaires il repart à la baisse et on essaie d'aller chercher en fait de l'EBITDA. Donc après on gagne un peu plus, enfin on recommence. Le but c'est d'essayer de recommencer à gagner de l'argent. Et donc ça peut durer assez longtemps. Il y a des marques qui s'en sortent et qui arrivent à ensuite réinverser la tendance. En fait, la difficulté pour un fondateur de retirer un produit ou supprimer un produit qui permet de faire un CAC qui est plus faible juste parce que la LTV elle est moins bonne, c'est dur en fait pour un fondateur, surtout quand il y a du stock, etc. Mais malheureusement, c'est des décisions qu'il faut prendre et qui peuvent emmener très rapidement une boîte au tapis. Donc voici sur les patterns d'échecs que je vois le plus souvent, clairement, c'est cela. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager, c'est avec grand plaisir. On va parler de CAC et de LTV et de l'effet ciseau. Donc, juste pour que ce soit clair, le CAC, on parle de CAC New Client, donc coût d'acquisition d'un nouveau client, c'est Total Ad Spend par nombre de clients. Donc, je prends tous mes nouveaux clients du mois, je regarde combien j'ai investi en marketing. Alors, marketing, ça peut être les pubs, mais c'est aussi les influenceurs, c'est tout. Combien j'ai investi en marketing et combien me coûte l'acquisition d'un nouveau client. Alors, on le regarde souvent mois par mois. Dans la réalité, si on fait de l'influence, etc., il y a la répétition qui va jouer énormément sur le fait que les gens vont voir des influenceurs parler de mon produit pendant 1, 2, 3 mois. Et au final, au bout du troisième mois, les gens vont acheter. En fait, c'est l'investissement des 3 derniers mois qui va permettre de générer cette vente et pas celle du mois uniquement. Donc il y a des choses un peu comme ça à prendre en compte, mais on va simplifier ça. Donc, vous avez votre mois 0, rapidement, vite fait sur la LTV. Mois 0, vous avez en vert des nouveaux clients, en rouge des clients récurrents. Donc, on a 50-50. Donc, la moitié des clients sont des clients récurrents, l'autre moitié sont des clients qui sont déjà clients de la marque. L'idée, c'est que sur ces nouveaux clients, il y a une partie qui va racheter. Et donc, c'est ça qu'on va mesurer dans le temps. C'est cette partie-là, au cours du temps, combien vont ramener ces gens-là. Donc, sur le mois 0, on va investir, disons, 10 000 euros en publicité. C'est pas grand-chose, mais ça va simplifier mes calculs. 10 000 euros en publicité. Et on a acquis ces clients-là. Ces clients-là, ils nous ont apporté un chiffre d'affaires. Donc, on va dire qu'ils nous ont apporté, je sais pas, un panier moyen à je sais pas, 100 balles. Donc 10 000 clients qu'on a ici, tac, 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 à 100 balles, ça fait 2 euros en plus. Et donc, si je mets, putain c'est illisible ce que je fais, je suis désolé, attendez, je vais mettre l'outil de... Hop, ça sera plus simple. On a 10 000 clients, AOV
100 euros. Hop, c'est à 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 million d'euros. Je vais faire comme ça sera plus lisible. 1 million d'euros. On a fait. C'est peut-être beaucoup là, ça. Je vais essayer de simplifier ces trucs-là. Ouais, bon, c'est pas très proche de la réalité. Ça fait beaucoup de nouveaux clients en fait. Non, j'avais mis 10 000 euros d'invest. On va mettre, il y a 1000 nouveaux clients. Ça sera mieux quand même. Hop. Et bien voilà, ça fait 100K, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, on a ces clients-là, ok, et ces clients-là, ils vont racheter. Et ça, on a investi 10 000, j'ai dit, pardon. 10K d'invest pour acquérir ces 1000 nouveaux clients. Et en fait, ces clients, ils vont rapporter de l'argent aussi les mois d'après. Ça se trouve sur le mois 1. Donc ça, c'est un mois, c'est mois plus 1, M plus 1. Le mois plus 1, donc si j'achète en janvier, c'est février. Si j'achète en novembre, c'est décembre. Ces gens-là, ils vont racheter. Et en fait, ils vont générer du chiffre d'affaires. Donc là, je vais les mettre en rouge puisque du coup, ils ne sont plus des nouveaux clients. Ils vont racheter ces gens-là. Et donc là, au lieu donc ils avaient déjà généré 100 000, mais peut-être qu'il y a 10% des gens qui vont racheter ou 7% qui vont racheter pour à peu près 100 balles aussi. Donc ça fera 7 000 aussi de plus. Et donc ce qu'on va regarder, c'est en fait sur les 10K qu'on a investis, on n'a pas généré que 100 000, on a généré 107 000. Et ça, on le fait sur 12 mois en général. On le fait sur 2 mois et on regarde en fait la performance de notre investissement. Donc, nous, on calcule souvent notre CAC NC sur l'investissement du mois en cours, mais en fait, et le chiffre d'affaires du mois en cours. Mais en fait, on a du chiffre d'affaires qui est généré dans les mois suivants. Et c'est ça qui souvent va financer l'acquisition. Donc, notre CAC, quand on investit plus, il a tendance à augmenter. Donc en fait, votre CAC, il va augmenter au cours du temps, souvent, parce que vous allez cibler les gens, plus de gens, et donc des gens qui sont moins susceptibles d'acheter votre produit et qu'il va falloir plus convaincre d'acheter votre produit, donc ça coûte plus cher. Évidemment, en gros, le truc, c'est facile de vendre un ballon de foot à un footballeur, c'est plus difficile de vendre un ballon de foot à un danseur. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et c'est un peu ce que vous allez faire. Alors c'est dans une autre mesure, mais c'est un petit peu cette idée. Et donc, en fait, vous allez avoir ce CAC qui va augmenter. Ce CAC qui va augmenter, et c'est là on retombe sur le sujet de tout à l'heure. On va dire, OK, on va mettre un nouveau produit, le nouveau produit va mieux fonctionner et ça va baisser notre CAC. Donc, OK, on va baisser notre CAC, sauf que la LTV va pas être bonne. Si la LTV, en gros, votre CAC, il fait comme ça et que votre LTV, elle fait comme ça, là, vous pouvez plier une boîte en 6 mois. Donc, ça peut aller très, très, très vite. Alors, souvent, le CAC, il baisse parce qu'on met le nouveau produit. Mais en fait, la LTV, elle baisse aussi. Et donc là, c'est pareil, vous pliez la boîte. Donc le but, c'est pas celui-là. C'est pas forcément de faire baisser le CAC. C'est qu'en fait, on utilise le ratio de LTV sur CAC. Donc on prend notre LTV à 12 mois. Admettons là qu'on est tombé à 3. Donc ma LTV, je sais pas moi, à 300 et mon CAC il est à 100. Ça fait 3 de LTV sur CAC. Une LTV sur CAC, donc c'est un indicateur qui va nous permettre de prendre en compte la LTV et le CAC. Là où souvent on prend que l'un en compte et souvent c'est le CAC. Donc, on va avoir certains produits où la LTV va être meilleure et d'autres elle sera moins bonne et c'est un peu tout le sujet de ce ratio-là. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est dans quelle mesure on est rentable sur 12 mois. En gros, je vous donne une règle, mais dans tous les cas, ça dépend de chacune des marques. Entre 3 et 5 de LTV sur CAC, vous êtes dans un ratio qui est plutôt sain en général. Si vous êtes inférieur à 3, c'est qu'en gros, vous payez trop cher vos clients ou vous n'avez pas assez de LTV, c'est l'un ou l'autre, les deux marchent. Si votre LTV sur CAC est supérieur à 5, là en l'occurrence, c'est que probablement que vous n'investissez pas assez ou vous êtes très fort en organique. En tous les cas, vous pouvez vous retrouver dans la situation de j'ai le boost organique et je capitalise pas dessus. Il faut investir à ce moment-là, en fait. Alors n'investissez pas n'importe comment, mais il faut investir, il faut capitaliser sur ces moments-là. Alors là, si vous avez une LTV sur CAC de 5, mais que vous êtes sur 100K de chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Je parle ici de marques qui font un peu de chiffre d'affaires. Grosso modo, faites très attention à ça quand vous modifiez votre CAC, regardez toujours votre LTV, parce que vous pouvez aller dans le mur très rapidement. Ensuite, on va passer les KPI à ne pas suivre. Le KPI principal à ne pas suivre, c'est le ROS. Le ROS plateforme, certainement pas. En fait, il dépend de votre tracking,
votre tracking, il est aléatoire, vous savez sûrement pas comment il fonctionne, vous avez sûrement pas fait ça avec un professionnel, donc honnêtement ne lui faites pas trop confiance. Si vos chiffres sont pourris, peut-être et que ça fonctionne sur votre store, essayez de comprendre d'où vient le trafic. Ce que je vous conseille de faire, c'est regarder via GA4 le coût du trafic engagé. Donc c'est les coûts par session engage. Vous divisez votre investissement publicitaire par le nombre de sessions engagées. Vous pouvez regarder ensuite les canaux, source support, et ça vous permettra d'avoir plus de visibilité. Le ROAS, vous ne voulez certainement pas le regarder, vous ne pouvez pas contrôler ce que la personne va acheter sur la boutique, donc vous ne pouvez pas contrôler le chiffre d'affaires qui est généré. Et en plus de ça, il y a l'attribution qui rentre en compte, et ça marche dans les deux sens. Il y en a qui me sortent qu'ils ont des ROS à 12, ça n'existe pas, vous faites juste n'importe quoi avec votre marque, et ça n'a pas de sens. Vous avez un organique qui est énorme, et vous traquez malheureusement, et ça c'est méta, vous traquez de tout dans votre fenêtre d'attribution, 7 jours clic, un jour vu. Souvent, quand vous êtes dans ce cas-là avec beaucoup d'organique, je vous conseille de passer en 7 jours clic, voire 0 jour vu, du coup, 0 vu, voire en 1 jour clic. Hop, pour éviter en fait que Meta s'attribue toutes les ventes de votre organique et vous affiche des ROS de fou alors que ce n'est pas du tout la réalité. Ensuite, on a le COS quand on est en décroissance. En fait, le COS, c'est un pourcentage d'investissement. Donc, en gros, on utilise ça pour en fait, garder les marges, tout simplement. Ça, c'est 100% de votre chiffre d'affaires. On va dire, OK, 30% ici, c'est de l'investissement publicitaire. Demain, et marketing au global. En fait, il y a plein de choses. Il y a du SEO, il y a de l'organique, etc. On va dire la publicité, c'est 25 de ça, et le reste en fait, c'est pas tout à fait schématisé en général, mais on peut avoir une agence SEO qu'on va pas mettre là-dedans. Souvent, c'est le cas. Demain, vous faites moins de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'en valeur absolue, là, je sais pas, vous aviez fait 100K, et là, vous faites 85K. Donc, vous avez perdu 15 points. Sauf que du coup, vous allez le répercuter puisque vous mettez votre budget publicitaire en pourcentage. Donc, vous allez le répercuter ici. Donc là, j'ai dépensé 25K. Et là, en gros, j'ai dépensé, si je fais, disons qu'on investit 20% plutôt, ce sera plus simple pour mes calculs. Là, on a dépensé 20K. Et donc là, on a 20% de 85, donc ça fait 8, 16, 17 000. Ça fait 17 000 d'invest. Et en fait, ici, vous vous êtes dit, OK, donc le mois prochain, il faut qu'on investisse 17 000. Vous allez partir de ce principe-là, sauf que votre but, c'est de faire le chiffre d'affaires d'avant, pas de faire de la décroissance tous les mois. Et donc, en fait, vous allez investir moins et vous allez essayer de faire plus. Alors que là, vous aviez investi plus, donc ça c'est pour ce mois-ci, vous aviez investi plus et vous avez fait moins d'argent. Donc en fait, comment vous comptez faire plus d'argent avec moins d'investissement? En fait, on achète du trafic, donc s'il y a moins de trafic sur le site, au bout d'un moment. Et donc souvent, c'est qu'il y a un canal qui déconne pour n'importe quelle raison. Ça peut être la pub, ça peut ne pas être la pub, il faut vérifier sur GA4. Mais en fait, du coup, on va baisser souvent le budget pub, alors que le budget pub, en fait, c'est lui qui génère du chiffre d'affaires. En plus, il y a une sorte de momentum, c'est-à-dire que si vous baissez votre chiffre d'affaires tous les mois, pendant plusieurs mois, bah, en fait, vous allez vous retrouver dans une situation où bah, votre chiffre d'affaires il est en baisse et juste avant de le... En fait, les gens vous connaissent moins, les gens ils mettent du temps à acheter, donc ça va faire comme ça. Et même si vous augmentez les invests, bah, ça va continuer à descendre pendant quelques temps. Donc il faut augmenter pendant pas mal de temps pour que derrière ça crée un momentum et qu'on le garde et on en parlera après. Mais le COS, qu'on est en décroissance, en fait, c'est un peu. En fait, comme on est au COS, qu'on fait un moins bon mois, on investit moins. Si on a investi moins, bah, on a moins de trafic. Si on a moins de trafic, on a moins de chances de faire plus de chiffre d'affaires. Et du coup, on se retrouve en fait à soi-même se mettre en décroissance, alors que vous aviez juste fait un mauvais mois. Enfin, on a le CTR. Alors, le CTR, c'est le taux de clic sur les publicités. Alors, celui-là, je l'aime bien. C'est un KPI qui est intéressant, mais en fait, il y a deux choses. Il y a CPM fois CTR, ça, c'est votre CPC. Votre CPM, c'est difficile de le contrôler, il y a des choses qu'on peut faire, mais c'est difficile. Et votre taux de clic, ça dépend de votre publicité, à quel point elle fait cliquer les gens. Alors attention, vous pouvez faire du hookbait ou du CTR clickbait. En fait, vous allez pousser les gens à aller sur le site, et du coup, vous allez avoir un CPC qui va être bas, mais en fait, vous allez avoir un taux de conversion, un CVR qui va être explosé.
Attention à ça parce qu'en fait, ça vous dessert plus qu'autre chose. En fait, votre CPC va être pas cher, votre CTA va être élevé, vous allez dire c'est super, mais en fait pas du tout. Donc faites très attention à ça. Le CTA pour moi c'est pas vraiment le KPI le plus intéressant. C'est un KPI intéressant, mais click to purchase ratio, CTPR. C'est entre le clic sur la publicité jusqu'à l'achat. Quel est le taux de conversion? Ça, je trouve ça plus intéressant sur une publicité. Il faut le regarder en fait avec du contexte ou le CTR. Quel est mon crate? Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans la publicité? Je regarde la publicité. Pourquoi les gens cliquent beaucoup sur cette publicité? Est-ce que il y a quelque chose qui n'est pas compris? Ça m'est déjà arrivé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris et du coup les gens pensent qu'il y a une super offre, mais en fait elle n'y est pas, etc., etc. Donc faites attention avec ce KPI. Honnêtement, il fausse pas mal de choses. Et en plus de ça, quand on vous sort des CTR à 4%, souvent c'est pas des campagnes de purchase. Enfin, le momentum. J'ai essayé de faire une balle qui avait du mouvement, mais c'était pas trop ça. Quand vous avez un bon momentum, en fait, il faut le garder. Les marques qui explosent un peu, qui d'un coup se retrouvent dans un bon moment et qui gagnent du terrain avec des parts de marché, etc., doivent investir dans ce truc-là pour le garder. On en parlait tout à l'heure, mais c'est très important. En fait, souvent les marques, elles vont sous-investir à ce moment-là parce qu'elles ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Et du coup, elles vont perdre leur momentum. Mais en fait, quand vous avez la croissance, c'est le meilleur moment pour investir. En fait, il faut investir quand vous êtes au top. En fait, si vous attendez d'être en bas pour investir, en fait, c'est beaucoup plus dur de faire marcher un truc qui ne marche plus que de faire exploser un truc qui est en train de marcher. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Il y a plein de marques qui étaient à la mode à un moment donné et qui se sont pété la gueule. En cosmétique, c'est classique. On va avoir toutes les marques de fringues, le nombre de marques de fringues qui se sont pété la gueule comme ça, mais c'est hallucinant, qui ont la hype et tout, influence, bam, d'un coup, ils arrêtent, ils essayent de faire du cash, parce qu'en fait, ce qui se passe, pourquoi les gens investissent pas assez, c'est qu'en fait, ils font full cash à ce moment-là. En fait, votre cash, il est là. Et donc, en fait, ils font full cash à ce moment-là. Et comme ils font full cash, bah, ils investissent plus. Et en fait, après, il y a les premiers signes de croissance. Là, ils commencent à mettre de décroissance. Ils commencent à mettre la pression à tout le monde pour essayer de trouver des solutions. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que c'est pendant cette période-là qu'il fallait investir. Et continuer d'investir. Et c'est ça toute la. Alors, investir, je ne dis pas forcément de l'argent, hein, je dis aussi du temps et des idées. Et des bonnes idées, des nouveaux produits, en fonction des produits. C'est pas forcément juste d'investir en pub, hein. Et ça, c'est vraiment important. Je parlais de Pure Sport la dernière fois, qui est une marque d'électrolytes au UK qui est spécialisée dans les sportifs, dans la course. Eux, ils ont fait un stand hyper sympa sur le marathon de Londres. En fait, c'était pas si cher que ça. Mais en fait, beaucoup de gens ont parlé d'eux. Les gens parlent de vous. Visibilité, ça se traduit par de la crédibilité et ça garde ce momentum. Et là, tout à l'heure, je parlais de The Smileyst. Ben, je ne sais pas où ils en sont là. Et typiquement, ils ont perdu un peu ce momentum. Bon, tout le monde a parlé d'eux, et là, on ne les entend plus. Alors, est-ce que je peux aller voir sur un site peut-être vite fait The Smileyst? Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'on voit des choses particulières? Ouais. Bon, là, on voit typiquement, ils sont restés sur le vu sur M6. Bon, ok, on vous a vu sur M6, mais maintenant, c'est so what? Le site est cool, vraiment les produits sont trop cool. L'ADA est vraiment stylé. J'adore. J'adore les mecs qui incarnent bien la marque, les cofondateurs. C'est vraiment cool. Je vais essayer d'aller voir sur l'Insta si on a des trucs. Je divague complètement. Là, on a fait le tour. Si jamais ça vous intéresse pas, si jamais ça vous intéresse pas The Smileyst, je vous ai donné la majorité des infos. On a gardé le bon momentum. Ouais, mais c'est clairement le momentum. En fait, on peut pas exploser. Je crois qu'ils ont fait quelques millions sur M6, mais là, ils se mangent des 30 likes sur leur publication. En fait, ils ont raté un peu la partie organique, j'ai l'impression. En fait, là, on peut pas faire un like. Je sais pas, merde, je suis pas connecté, mais je sais pas ce que c'est ce post, mais on peut pas faire un like là-dessus. Alors peut-être qu'ils ont eu une merde à un moment donné, mais je trouve ça dommage en fait. En plus, ils incarnent super bien la marque, les deux fondateurs. Et putain, c'est chiant ça. Les deux cofondateurs incarnent super bien la marque et c'est dommage parce qu'ils ont la clé pour faire un truc communautaire hyper sympa.
Un peu comme iSmile, où iSmile, ils font un truc communautaire hyper sympa. Mais ouais, avant, ils avaient beaucoup plus de croissance que là. Alors peut-être qu'ils ont eu des soucis autres, hein, je connais pas, c'est toujours plus simple de juger comme ça quand on n'a pas les infos. Mais en tout cas, la marque est très cool et elle a le potentiel de bien fonctionner. Mais là, ils ont perdu un peu leur momentum. Donc à voir hein, ce que ça donnera, on verra bien. Mais en tout cas, moi, je le vois, de mon côté, je le vois comme ça. Je pense que, ouais, on est resté sur qui va être mon associé. Je crois qu'ils sont passés en janvier, non? Février? Je sais plus. Mais en tout cas, peut-être plus. Non, peut-être que j'abuse. Mais en fait, bon, maintenant, so what? Quels sont les next steps? Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y a des ruptures. Bon, peu importe. Peut-être qu'ils sont en train de bosser sur des nouveaux produits, des choses comme ça. Il y a plein de produits. En tout cas, c'est vraiment cool ce qu'ils font. La DA est stylée. Mais peu importe. L'idée, c'est peut-être que The Smiley est en train de perdre son momentum. J'en sais rien. Je leur souhaite pas, bien sûr. Mais peut-être qu'ils sont en train de perdre leur momentum. Et donc, là, j'ai l'impression en tout cas qu'ils sous-investissent dans leur marque. Et puis je ne parle pas que de publicité, encore une fois, de manière globale. Et donc, peut-être que ça leur coûte leur potentiel croissance. Donc, il faut faire très attention à ça. Capitaliser sur ce genre de moment. Si vous passez à Qui veut être mon associé, il faut tout exploser. On l'avait fait pour Hydratiste. Quand ils sont passés sur Qui veut être mon associé, on avait mis tout en place un écosystème. Alors nous, on gérait leur mail et leur publicité, leur créa, etc., etc. Donc c'était évidemment plus simple quand on a accès à tout l'écosystème. Mais on avait capitalisé énormément sur toute cette période-là. On avait préparé tout un dispositif en amont pour garder et investir à fond sur cette période-là. Et garder au maximum ce momentum présent. Voilà. Donc c'est vraiment une stratégie à part entière. J'ai fait le tour sur cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas non plus, c'est avec grand plaisir. Et je vous remercie.